Donc, bienvenue sur ce webinaire de bien-être auto-immune. Je fais un petit rappel sur ce qu'est bien-être auto-immune. C'est une plateforme qui va regrouper toutes les ressources, une plateforme gratuite qui regroupe un maximum de ressources autour de cette approche naturelle pour les maladies auto-immunes. On parle beaucoup de l'AIP, on va en parler encore aujourd'hui, donc du protocole auto-immune, on appelle ça AIP en anglais. Mais pas que, on parle d'essayer de comprendre d'où viennent les origines des maladies auto-immunes, on parle beaucoup de nutrition, on parle beaucoup de cohérence cardiaque, de mindfulness, de wellness, de plein de choses qui va vous aider dans votre chemin vers la santé. Et c'est vraiment un projet qui, pour moi, est mon projet coup de cœur, sur lequel je passe quand même pas mal de mon temps, mais ça reste un projet bénévole. Et donc, le but, c'est vraiment de véhiculer un maximum cette information en France, où nous avons encore trop peu de ressources et d'informations autour de tout ça. Donc voilà. Juste pour remettre un petit peu les choses à plat, ce webinaire est fourni uniquement à des fins éducatives et informatives. Donc, en tant que nous, on est nutrithérapeute, coach de santé, on partage des conseils qui sont basés sur notre expertise, mais ce ne sont pas des conseils médicaux. Nous ne sommes pas médecins et les informations présentées ne visent pas à diagnostiquer ou traiter une quelconque maladie et on vous recommande de consulter un professionnel de santé avant de commencer tout nouveau régime alimentaire, traitement ou programme de santé. Voilà, c'était important à souligner. Donc aujourd'hui, notre thème de webinaire est de soigner l'auto-immunité avec le protocole EIP, les 9 aliments super-héros. J'ai 2 personnes qui se sont joints au webinaire aujourd'hui, qui ont sorti un tout nouveau livre en France, en français, enfin, sur le protocole EIP et sur cette approche naturelle autour des maladies auto-immunes. Et donc, on est super ravis de les accueillir sur le webinaire et qu'enfin, il y ait un livre qui soit un petit peu plus lisible et facile à lire et à appliquer pour vous aider dans votre chemin. Voilà. Je voulais aussi faire un grand merci à notre sponsor qui est Envol, qui est une application qui permet de vous aider à méditer, mais c'est surtout une application qui va aussi vous accompagner dans la santé. Il y a plein de différents pôles. Il y a le pôle méditation, le pôle d'affirmation, avec des affirmations positives. Il y a des sons 3D, des sons avec des hertz et des fréquences particulières pour aider soit à la guérison ou calmer l'anxiété. Et cette application a été fondée par quelqu'un que j'estime énormément, qui s'appelle Julie Morin, qui a été très très malade pendant des années avec la maladie de Lyme, plus plein d'autres choses. Elle a été en fauteuil roulant pendant 4 ans. Elle s'en est sortie toute seule grâce à plein de choses, notamment l'alimentation, mais surtout, elle a fait énormément de travail tout autour de la méditation et des affirmations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle propose cette application et on est ravis de les avoir en sponsor. Vous pouvez utiliser le code d'ailleurs BEAI pour avoir 30 jours gratuits avec cette application-là. Et c'est une application française avec des fondateurs français, elle et son mari, qui se sont lancés dans l'aventure. Voilà. Petite présentation, donc je m'appelle Laurent Chemanda, je suis nutrithérapeute, je suis basée aux États-Unis, j'ai fait mes études ici, je suis aussi coach certifié donc du protocole auto-immune et IP. Je suis spécialisée en santé intestinale, c'est vraiment mon gros dada, et spécialisée en maladies auto-immunes. Mais ça tombe bien puisque l'un va toujours avec l'autre, peu importe quelle maladie auto-immune vous avez, il faut toujours travailler sur la santé intestinale et toujours vérifier que tout soit en ordre, surtout concernant tout ce qui va être l'hyperperméabilité intestinale. On en parle souvent pendant nos webinaires. Donc voilà, j'aime beaucoup utiliser des tests fonctionnels. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça me permet aussi d'avancer un peu plus facilement avec des prélèvements de sel, des tests de sensibilité alimentaire, des tests de cortisol, ce genre de choses. Évidemment, l'alimentation est un outil important dans ce que je fais. Et je travaille aussi sur des changements d'habitude de vie, la santé émotionnelle, ce genre de choses. Je me suis lancée là-dedans, ou je suis, disons, tombée là-dedans de par mon expérience où j'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite ankylosante en 2014, avec une poussée très très violente qui m'a clouée au lit pendant quelques années, mais la première année, j'étais vraiment non-stop au lit. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. C'est au moment où j'ai dû déménager aux États-Unis pour le travail de mon mari à l'époque, ce qui a été
très difficile et j'avais très, très peur de ce déménagement, mais au final, c'est ce qui m'a sauvée et donc je suis tombée dans la médecine fonctionnelle et j'ai découvert, tout ce monde de l'EIP, de l'alimentation et qu'au final, les maladies auto-immunes ne sont pas notre fatalité et il est possible de retrouver la santé, il est possible de manager ces maladies-là avec, des outils, qui sont au final, naturels. Voilà. Ludie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Laurane. Alors moi c'est Ludie de Menten, je suis aussi coach santé, également coach AIP et j'ai une certification en médecine génomique et nutri-génomique. Alors avoir passé 7 ans aux États-Unis, je suis maintenant basée en Espagne depuis 2 ans. Pour l'instant, je ne prends pas nécessairement de clients, mais je partage mes connaissances et avec Sonia, ben, comme Laura l'a dit, ben, nous avons écrit un livre, nous avons un programme qu'on tient à jour et donc il y a beaucoup de choses à faire déjà rien que comme ça de mon côté. Donc, euh, donc voilà, peut-être que dans quelques mois, je serai de nouveau ouverte à avoir plus de temps pour des clients, mais pas pour le moment. Euh, voilà, moi j'ai été diagnostiquée avec du vitiligo vers 15 ans et ensuite avec la thyroïdite de Hashimoto à 25 ans. Mais après au moins une dizaine d'années d'errance médicale, donc les deux maladies se sont sûrement développées en même temps, mais par contre le diagnostic a pris plus longtemps. Euh, je suspecte avoir aussi un syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, mais il faut que je prenne le courage de trouver le bon médecin pour me faire diagnostiquer. Et voilà, donc j'ai utilisé comme les autres ici, l'AIP pour gérer mes symptômes de maladie auto-immune. Et grâce à l'AIP, j'ai retrouvé une qualité de vie pratiquement normale. Et maintenant, je peux vraiment me focaliser sur certains points qui sont plus complexes, comme la gestion des infections de virus ou bactéries et des choses un peu plus complexes qui ne sont pas gérables rien qu'avec l'AIP, mais l'AIP a permis d'avoir vraiment une bonne base afin de pouvoir mettre en place les autres la suite. OK. Bah, merci beaucoup, Ludie et on va en apprendre un petit peu plus aussi. Sonia, je te laisse te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors moi, je m'appelle Sonia Seidel, donc comme Laurane, en fait, Laurane et moi, on a un peu le même parcours. Je suis nutrithérapeute basée aux États-Unis aussi, je suis au Texas. Je suis aux États-Unis depuis 23 ans ou quelque chose comme ça. Je suis aussi coach certifié du protocole auto-immunité, ce qui m'a permis à moi aussi de retrouver une vie beaucoup plus normale. Je suis aussi spécialisée en santé intestinale et en maladies auto-immunes. Donc, comme le disait Laura, oui, les deux sont très, très connectés de façon très proche, puisque vous n'avez pas l'un sans l'autre, bien souvent. Donc voilà, j'utilise aussi des tests fonctionnels comme des tests de sel, des tests de sensibilité alimentaire. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Des tests sanguins et puis aussi l'alimentation et les habitudes de vie pour aider mes clients. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée avec une thyroïdite de Hashimoto depuis 2002. Et pendant plus de 15 ans, j'ai vécu avec des symptômes dont je ne me sortais pas. Et les médecins me disaient, mais non, vos tests sanguins sont normaux, vous ne devriez pas vous plaindre. Jusqu'au jour où j'ai dit que j'en avais marre et qu'il fallait que je trouve une autre solution. Et c'est là que j'ai trouvé le protocole auto-immunité et qui m'a permis vraiment de me débarrasser d'énormément de mes symptômes et, euh, et de retrouver une vie beaucoup plus normale. Donc, ça va faire 7 ans que je suis en rémission et mon fils, qui avait à l'époque 12 ans aussi, quand il a été diagnostiqué avec la même maladie que moi,
a suivi l'AIP lui aussi dès le départ et il est en rémission aussi depuis à peu près 6 ans maintenant, puisque maintenant il a 18 ans. Donc voilà. C'est un beau parcours. Alors, Alors, oui. un petit rappel, on a parlé de l'AIP depuis déjà 5 minutes. C'est quoi l'AIP? Alors, bah ici, c'est, comme on dit, c'est un protocole enfin, holistique. Vous savez, il va avoir plusieurs... alors, Composante. il va couvrir vraiment une composante globale qui va servir d'outil pour pouvoir se sentir mieux. Donc, ça va être ciblé pour les maladies pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes ou des maladies inflammatoires également, ou ben, il y a tout type de maladie qui est liée à un excès en inflammation. Alors, le but du protocole AIP va être vraiment de réduire cette inflammation de plusieurs manières différentes afin de réduire les symptômes globaux de ces maladies et permettre une meilleure qualité de vie au final. Ouais. Alors, avec l'AIP, il y a 5 piliers qui sont super importants. Déjà, il y a la composante alimentaire de l'AIP où on va éliminer certains aliments, puis les réintroduire par la suite pour voir si votre corps veut toujours vous manger ces ingrédients, ces aliments plutôt. Et puis, il y a la composante mode de vie qui comprend la gestion proactive du stress, le sommeil, avoir un meilleur sommeil et le mouvement, s'assurer de ne pas trop faire d'exercices et de faire des exercices appropriés afin de ne pas créer plus d'inflammation. Et la connexion à soi-même, aux autres et à la nature qui est aussi super importante. Et nous, dans notre livre, on a aussi rajouté l'élimination des toxines environnementales parce qu'elles Ouais. sont aussi une grosse composante du pourquoi on a une maladie auto-immune. Et donc, il faut s'assurer d'éliminer ces toxines dans votre vie. La surcharge toxique, ouais. Et d'ailleurs, nous avons des webinaires, donc allez voir sur notre site ou sur le YouTube, on a des webinaires pour chacun, il me semble, peut-être il nous manque la connexion, mais chacun des piliers. Bon, sur l'alimentation, on en a beaucoup, mais en tout cas, on a fait des webinaires sur chacun de ces piliers-là. Et à noter que tous ces piliers sont importants comme changement de vie et à mettre en place à vie pour garder cet équilibre et retrouver la santé, certes, mais garder l'équilibre plus tard. Par contre, la composante alimentaire, ça reste un protocole qui est censé être quand même durer un certain temps, la phase d'élimination, et ensuite vous allez réintroduire les aliments petit à petit jusqu'à ce que vous trouviez votre alimentation qui vous convient à vous. Donc c'est possible qu'il y a certaines personnes qui arrivent à réintroduire quelque chose de tout bête, par exemple le riz. Moi, je n'arrive pas à réintroduire le riz, c'est quelque chose qui me réussit absolument pas. Et donc, je sais que c'est pas quelque chose que je réintroduirai d'ici peu. Et les légumineuses, ça pose pas de problème. Enfin voilà, donc c'est vraiment pour un certain temps. C'est pas forcément la phase d'élimination à faire pour toujours et à vie, si ça peut en rassurer certains. Ouais, alors ici, c'est juste un petit rappel, on ne va pas passer à travers tous. On voulait juste vous remettre les aliments qui sont à éliminer sous la phase d'élimination de l'AIP. Et sur la slide suivante, on a... Bah, faites un screenshot si vous le souhaitez. Je vous laisse 2-3 ouais, secondes pour faire un screenshot. Sinon, ça sera en replay, hein. Vous le retrouverez en replay. Mais s'il y en a qui veulent faire une capture d'écran, pardon, pas screenshot, voilà. ouais. Et alors ici, ben, on a les aliments à inclure. Alors, nous, dans notre livre, on a aussi mis en avant 9 super-héros dans tous ces aliments à inclure. En fait, ils sont tous importants. Il y en a qui sont encore plus importants que les autres. Et on les a appelés les super-héros. Voilà, donc on va vous les présenter. Donc, pourquoi ces aliments sont des super-héros? Donc, en fait, ce sont des aliments qui ont une densité nutritionnelle qui est plus élevée que les autres. Donc, ce qui veut dire qu'ils contiennent plus de nutriments pour une quantité donnée de ces aliments. Et ils ont des propriétés anti-inflammatoires qui sont
exceptionnels qui sont par rapport aux autres aliments qui sont autorisés pendant la phase d'élimination de l'AIP. Donc, il est important d'en manger régulièrement. Là, on a mis tous les jours, mais bon, je sais que c'est pas possible d'en manger tous les jours, de manger tous les jours les 9 super-héros. Ça, je comprends bien que c'est pas tout à fait faisable. Mais au moins de les manger au moins une ou deux fois la semaine, déjà, c'est déjà bien. Mhm. Au moins d'en intégrer un par jour au Voilà. minimum. C'est ça qu'on voulait dire en ayant tous les jours, c'est que au moins tous les jours, il doit y avoir des super-héros dans votre assiette. Un des 9, quoi. Alors, on commence par les abats. Alors, les abats, c'est l'aliment qui est les plus riches, les aliments les plus riches en nutriments. Donc, ça, ouais, il y en a certains qui pourraient être assez terrifiés par les abats, mais c'est au niveau de l'histoire. À travers l'histoire, ben, les abats sont les aliments les plus privilégiés quand on réfléchit à que ce soit nos ancêtres ou même encore les animaux sauvages. Ben, la première chose qu'ils vont manger, ce sont les abats. Puisque ben, ça sera les abats qui vont être distribués finalement, soit aux chefs de la tribu ou aux femmes et aux enfants, parce que ça va être ceux qui vont leur fournir le plus de nutriments. Alors, dans les différents types d'abats, bah, vous avez de tout. Bah, vous avez les rognons, le foie, la langue, le cœur, qui sont les plus connus et à la limite les plus facilement disponibles, même en restaurant ou en brasserie, en Europe en tout cas, et qu'on peut se trouver, je pense, assez facilement chez le boucher. Et puis, ben, il y a la cervelle, les tripes, le gésier, les joues, le sang. Et alors, ben, vous avez les os, les peaux et les petits os de poisson aussi. Bah, justement, Alors, Lily, il y a quelqu'un qui commente dans le chat qui dit la peau du poulet, je suis surprise. Est-ce que tu veux peut-être expliquer? expliquer, ben, c'est considéré comme un abat parce que ce qu'on appelle abat, c'est tout ce qu'on enlève et qui n'est pas de la viande. Donc oui, la peau du poulet est considérée comme un abat. Ouais. Et oui, ça peut être souvent on dit oh, bah, non, je ne veux pas manger la peau du poulet, c'est gras. Mais à partir du moment où on a un poulet de bonne qualité, et la peau du poulet va apporter du gras qui est très important pour le cerveau. Votre cerveau, il est à 80% de gras et vous avez besoin de gras. Donc, ne pas juste manger le blanc de poulet, il faut aussi manger du gras de poulet. C'est important Mm. de l'intégrer dans notre alimentation, mais j'insiste sur le fait que ça doit être de très bonne qualité parce que les toxines vont se stocker dans le gras. Donc, si vous achetez du poulet de mauvaise qualité, les toxines vont être dans le gras, donc je ne vous conseille pas de manger. Par contre, un poulet de très bonne qualité qui a été élevé en plein air et qui a reçu de l'alimentation qui correspond à son espèce, va être de très bonne qualité et vous fournir des nutriments qui sont utiles pour la santé. Alors oui, et le sang, ben, vous avez soit, vous pouvez avoir, en général, je ne pense pas que vous avez acheté du sang comme ça, mais en effet, il y a le boudin noir qui est fait avec du sang de cochon, je pense, Mhm. ou même juste quand vous préparez vos abats, vous aurez le sang, vous pouvez aussi manger le sang de vos abats. Et donc, les nutriments dans les abats, ben, je ne vais peut-être pas tous les lire, mais les abats sont très riches. Par exemple, ça a la plus haute concentration en vitamine D et la plus haute concentration en vitamine B12 et B9. Mhm. Et aussi en acides gras essentiels oméga 3. Et les abats contiennent beaucoup plus de protéines même que la viande du même animal. Donc, et en général, sont beaucoup moins chers. Donc, c'est une très bonne, un très Une bon bonne aliment affaire. à prendre aussi en cas de budget serré. Parce que vous aurez plus de protéines, plus de nutriments. Et Ouais.
plus de retour sur votre investissement. Alors ensuite, on a les poissons, donc les poissons et crustacés, entre autres, et les œufs de poisson. Mais les œufs de poisson, c'est difficile d'en trouver qui soient AIP, enfin je pense, je sais pas, j'ai déjà regardé au supermarché en France, c'est vrai que c'est pas évident d'en trouver des œufs qui soient sans additifs, quoi. Donc ce sont les meilleures sources d'acides gras essentiels oméga 3 sous leur forme active EPA et DHA. À longue chaîne, en fait, les oméga 3 à longue chaîne, c'est ça que je voulais dire. Et il est important d'en consommer suffisamment de poissons et de crustacés chaque semaine. Alors nous, on préconise 3 fois par semaine. Je sais que bien souvent, les gens mangent du poisson une fois la semaine, mais si vous pouvez en manger un peu plus, c'est quand même mieux, parce que ça vous permet d'équilibrer votre ratio oméga 3 par rapport à l'oméga 6. Donc les nutriments trouvés dans les poissons sont, entre autres, le calcium, le fer, l'iode, et le magnésium, le phosphore, le sélénium et le zinc. Je ne vais peut-être pas tous les lire, mais les vitamines sont les vitamines A, B12, D, E et K. Et les acides gras essentiels, comme je disais, les oméga 3, EPA et DHA. Ça, ce sont les nutriments trouvés dans les poissons. Et les nutriments trouvés dans les crustacés, donc ils ressemblent un peu à ceux du poisson, forcément. Ils contiennent en plus la bétaïne et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Et les vitamines B? La vitamine D, oui, 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 c'est ça. Mhm. Et juste, j'y Ah, pense parce que enfin, moi, je sais pas pour vous, mais moi, on me pose souvent la question quand je parle justement de manger plus de poissons. On parle souvent des métaux lourds. Et donc, Oui, alors il y en a effectivement dans certains poissons, en fait, du style le requin, entre le autres. thon, l'espadon, le requin, ces gros ouais, poissons. c'est plus les poissons Mais sont gros et plus ils risquent d'avoir un taux Voilà. de métaux lourds plus important puisqu'ils mangent des plus petits poissons, qui mangent des plus petits et donc ils vont accumuler beaucoup Ouais. plus les métaux lourds. Donc le mieux c'est de privilégier les petits poissons. Et en effet, les petits poissons gras comme le saumon, c'est pas un petit poisson, mais le saumon ou le maquereau, les sardines. Ce Mm. genre de poissons sont euh, les meilleures options. Ouais. Mais sinon, tous les poissons et tous les crustacés sont importants. Ouais, Les les anchois anchois sont aussi. top. Ouais. Et il faut savoir aussi que le sélénium, et il y a les poissons qui sont quand même ont un taux élevé de sélénium, et le sélénium va contrebalancer cette absorption, notamment du mercure, et va permettre à ce que ça ne circule pas dans le corps. Et donc, choisir des petits poissons qui sont certes qui ont un moins haut taux de mercure, c'est une chose, mais il faut se rassurer en se disant qu'il y a aussi des hauts taux de sélénium qui viennent contrebalancer tout ça. Donc, en réalité, quand on teste un poisson pour un métaux lourd, oui, il risque d'être élevé, mais c'est pas une corrélation directe. C'est pas le métaux lourd est présent, donc il sera dans notre corps. Donc, c'est juste pour rassurer aussi les personnes à propos de ça. Oui, c'est ça. Les bénéfices que vous aurez de manger du poisson sont plus importants que les risques d'intégrer les métaux lourds. Oui. Alors, ouais, les algues marines font partie des produits de la mer également. Et ben, oh, là, ça a été sur. Désolée. Notre photo a été sur le texte. Ben, les algues, vous pouvez en trouver en général un peu partout, dans le sens où. Excusez-moi. Je vais recommencer ce que je voulais dire. Euh, les algues marines se trouvent donc en mer. Et il y a différents types d'algues dont vous avez la liste ici. Vous pouvez trouver ces algues assez facilement dans les supermarchés ou les supermarchés bio. En général, ils seront des algues desséchées. Mhm. Il faudra toujours faire attention. Certains supermarchés vont vendre des algues avec des mélanges. Il y a certains mélanges un peu japonais qui auront des graines ou
ou des additifs aussi. Donc, faites quand même toujours attention aux ingrédients. Donc, Mhm. quand vous achetez des algues, essayez d'acheter majoritairement des algues séchées. En général, il y a moins de préservants ou d'autres ingrédients. Ouais. Et ce qui est vraiment bien avec les algues, c'est que c'est assez versatile, donc c'est facile à rajouter dans les plats. Ils peuvent être soit rajoutés dans des salades ou dans des sauces. Moi, parfois, je fais des pâtes au saumon et je fais une sauce aux légumes et alors je rajoute des algues et je mixe tous les légumes avec les algues et ça rajoute beaucoup de nutriments dans la sauce. Et donc, ou alors vous pouvez même utiliser les algues comme pâtes. Mhm. Il y a certaines algues qui ressemblent à des pâtes et qui peuvent être utilisées comme pâtes à la place des pâtes traditionnelles. Donc il y a plein de Notamment les moyens haricots de de, mer. ouais, il Ouais. y a plein de moyens de rajouter ces algues dans votre alimentation sans vraiment y penser, en fait. Ouais. Euh, Oui, saupoudrer les algues sèches sur des salades. Moi, j'adore me faire une sorte de petit tartare d'algues. Je coupe tout ça en tout petits bouts. Je mets des petits, comment ça s'appelle, des cornichons, des petits bouts de, je trouve pas mes mots, pas des, des capres. voilà, merci. Des capres et je me prépare un petit tartare comme ça, super bon, à tartiner sur une tranche de concombre ou voilà, ou juste même manger comme ça. Mais il y a plein de manières différentes. Ouais. Et les haricots de mer, moi, j'adore faire ça comme des linguini. Ça ressemble à des linguini Mhm. et tu les fais à la poêle avec de l'ail. C'est excellent. Oui, ou alors utiliser les feuilles de nori de Ouais, sushi à la place un rap. d'une tortilla, à la place Ouais, d'un wrap. Et donc ouais, d'utiliser ça à la place d'un sandwich comme ça. ouais, Donc, ouais. les algues vont vous fournir pas mal de choses. Ici, vous avez une liste de minéraux essentiels. Évidemment, ça va fournir de l'iode aussi, euh, du calcium, du magnésium, du manganèse, du sodium et du zinc. Les acides gras essentiels sous forme active également, des vitamines, les vitamines B et les vitamines hydrosolubles A, C, E, K. Et également la tyrosine qui peut être essentielle pour la thyroïde. Alors, on a aussi les aliments fermentés qui sont une excellente source de probiotiques qui vont vous aider à restaurer votre paroi intestinale et favoriser la diversité du microbiote intestinal. Donc, les probiotiques, vous pouvez forcément les trouver sous forme de compléments alimentaires, mais c'est quand même mieux de les trouver sous forme d'aliments. Euh, on préconise toujours de trouver vos nutriments sous forme d'aliments. C'est quand même mieux que sous forme de compléments alimentaires tant que possible. Donc, les sources de probiotiques sont la choucroute. Donc, en France, ça devrait être assez, ou en Europe, ça devrait être assez facile de trouver ça. Et que vous pouvez la préparer vous-même aussi, votre choucroute. Le kombucha, je ne sais pas si c'est encore super répandu en Europe, mais je crois que ça commence à être de plus en plus répandu. Donc, c'est Ouais. un thé fermenté. Donc, donc c'est bon. Alors, le conseil que je donne toujours à mes clients, c'est quand vous commencez à boire du kombucha, non, ne buvez pas toute la bouteille en même temps parce que vous risquez d'être très malade. Parce que bien sûr, quand on commence à consommer des probiotiques, il faut mieux les introduire en petite quantité, car vous pouvez avoir des symptômes gastro-intestinaux qui sont pas très plaisants. Donc, commencez par un quart de la bouteille et puis après, vous en buvez un autre quart la journée ou 2 jours après pour vous assurer que vous n'aurez pas de problèmes intestinaux. Et enfin, il y a aussi le kéfir, donc, qui est une bonne source de probiotiques. Donc, les sources de donc les types de probiotiques, il y en a plein. Donc, ils sont listés ici. Je ne vais pas tous vous les lire parce qu'ils sont imprononçables en plus. Enfin, certains sont imprononçables. Euh, Mhm. donc, euh, donc, il est important d'avoir une diversité de probiotiques aussi. Donc, c'est bien de manger différents aliments qui vous apportent différents types de probiotiques. Et donc ces probiotiques, comme je disais, ils vont affecter les jonctions serrées de la paroi intestinale.
Et par conséquent, ils vont vous aider à réduire la porosité intestinale. Mhm. Il y a quelqu'un qui dit attention, la choucroute est douce cuite, d'où on perd les avantages. Donc j'imagine que ça veut dire que attention de ne pas trop cuire Cuire la ouais, choucroute parce que sinon on perd les avantages. Et c'est vrai ouais, que en fait, on a tendance à dire choucroute, mais en réalité, c'est du chou fermenté parce que ouais. la choucroute qu'on connaît en France, en Alsace, c'est oui, c'est certes du chou fermenté, mais ensuite il est cuit à forte température et donc on perd littéralement tout, Oui, toutes les bactéries. Donc le but, c'est de trouver du chou fermenté frais, de préférence au rayon frais, ça se trouve en magasin bio, sinon en Beaucoup. bocal, mais ça se trouve aussi en bocal, hein, pas au frais, mais de ne pas la cuire. L'idée, non, c'est de la manger crue, c'est vrai, pas moi, dans ma cuite. tête, je mangeais cru, parce que nous, ici, on mange cru. Donc, Bah oui, c'est ça. Nous, on trouve que de la choucroute crue. On mange ça que mm, cru aux US. Donc, mais c'est vrai qu'en France, c'est vrai que c'est cuit. ouais. Donc la personne dit, ouais, c'est ça exactement. Merci pour cette précision. Si. Alors, le bouillon d'os, c'est un liquide évidemment plein de saveurs, mais plein d'autres choses. Alors, qu'est-ce que c'est le bouillon d'os? Je ne sais pas si vous avez, si vous savez, mais bah, c'est une sorte de soupe dans lequel vous allez macérer des os, majoritairement de vertébrés, donc du poulet, des os de poulet, mais aussi des os de bœuf, d'agneau, de veau, ou même du poisson. Vous pouvez faire du bouillon de poisson. Ça va vous permettre d'avoir En fait, il y a les nutriments qui sont intégrés dans les os euh, vont sortir des os et vont se retrouver dans le liquide, dans la soupe. Et grâce à ça, bah, vous allez pouvoir finalement manger directement ces aliments, ces ingrédients. Alors, bah, les nutriments qui sont les principaux tirés de ces os, bah, ça va être le collagène et la gélatine naturelle de l'os. Ces principaux nutriments, en plus des acides aminés, va permettre pas mal de choses. Le bouillon d'os est très complet également et va permettre de combler vos manques en minéraux, vos carences en minéraux. Euh, il va vous apporter des acides aminés, donc des protéines, mais il va permettre aussi de garder des os solides. Le collagène et les acides aminés et la glucosamine, en plus du calcium, du magnésium et du phosphore, sont également des nutriments très importants pour la santé de vos os, mais aussi vont réparer vos tissus, vont maintenir vos articulations en bonne santé, euh, et vont également avoir un impact positif sur votre porosité intestinale grâce aux glutamines également. Hmm. Donc, tous ces ingrédients vont être hyper importants lors de l'AIP, surtout, bah, comme on en a discuté, l'AIP, si vous avez une maladie auto-immune, c'est lié avec, en général, une porosité intestinale. Le fait d'intégrer vraiment le bouillon d'os dans son quotidien alimentaire va permettre d'apporter tous ces nutriments et va vous permettre de réparer vos intestins euh, pour, euh, pour diminuer la majorité de vos symptômes et vous permettre d'arriver euh, à cette rémission de la maladie auto-immune. Mhm. Donc, vous pouvez le faire à la Alors, maison aussi. oui, Et voilà, le bouillon d'os en cocotte minute, oui. Moi, je le faisais en casserole à pression. Et en casserole à pression, je le mettais pendant 2 heures. En casserole à pression, c'était beaucoup plus rapide. L'avantage aussi, c'est qu'il y avait moins d'histamine pour ceux d'entre vous qui pourraient avoir un problème d'histamine. ouais. Le faire en cocotte pression en 2 heures est premièrement
efficace au niveau du temps que ça prend et en plus est moins riche en histamine. Et finalement, le fait de le faire en sous pression vous permet de récolter enfin, les mêmes nutriments que de le mettre juste dans une casserole pendant Mhm. plusieurs heures pendant Ouais. la nuit, quoi. Bah, disons que pour une casserole, on le fait au minimum 12 heures. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Et on peut le cuire jusqu'à 24 heures, hein, le bouillon, mais moi je dis toujours entre 12 et 18 heures. En pression, moi je le fais un peu plus longtemps. Je le fais 4 à 6 heures. Euh, et je laisse vraiment quand même feu bien doux pour pas trop surchauffer et pas perdre trop aussi parce que ça peut vite s'évaporer même en pression, hein. Donc, rester feu doux. Mais au four, c'est une bonne idée, ça. J'avais pas pensé, j'ai jamais fait au four. Je sais pas trop ce que ça donnerait. J'imagine que du coup, ça serait un peu plus long ou peut-être le temps Ouais, équivalent qu'en casserole. Mais ouais, c'est possible. Moi, j'ai une recette, si vous vous rendez sur mon site, lauranutrition.com, j'ai une recette du bouillon d'os à la maison. Alors, j'ai pas mis l'option cocotte, mais du coup, je vais peut-être la rajouter, hein, l'option cocotte minute, c'était pas bête. Mais vous pouvez télécharger, j'ai un e-book qui s'intitule le 3 jours de cure intestinale. Et donc, c'est une cure intestinale sur 3 jours où on va consommer beaucoup de bouillon d'os et beaucoup de soupe avec du bouillon d'os. Et donc, il y a une recette si vous le souhaitez. Mais sinon, en France, il y a l'atelier Noubio. Pareil, dans la partie ressources, on a le lien sur bien-être auto-immune, pas sur mon site Laura Nutrition, mais sur bien-être auto-immune. Et là, l'atelier Noubio propose un super bouillon, mais qui est au gingembre et au curcuma. Donc, si on n'aime pas trop le gingembre et le curcuma, on peut se rediriger vers Jarmino. Donc, je vous l'écris dans le chat et je le mettrai en description de la vidéo sur YouTube. Mhm. Mais voilà, pas tout le monde a le temps, pas tout le monde a la possibilité de le faire. Donc, on peut aussi acheter en ligne. Et il y a quelques options. C'est nettement plus cher, parce qu'au final, le bouillon d'os, c'est quand même très économique, hein. C'est très peu cher. Même parfois, les bouchers vont nous donner les os gratuitement parce que de toute façon, ils les jettent. Donc, il y a certaines parties des os, voilà. Donc, Oui, ou c'est... chaque fois que vous faites un poulet entier, vous gardez les os et vous le mettez dans votre congélateur ou même Mhm. directement dans la casserole. Ouais. C'est assez économique et ça prend du temps. Et je le faisais quand j'avais une casserole à pression. C'est vrai que maintenant que je n'ai plus de casserole à pression, je ne fais plus très souvent mon bouillon moi-même. Mhm. Mais l'avantage de le faire soi-même, c'est qu'il va être vraiment beaucoup plus gélatineux que celui qu'on achète en supermarché en général. Et c'est ça, c'est comme ça que vous verrez que votre bouillon a vraiment tous les nutriments qu'il doit avoir. C'est quand il va se refroidir, il va être gélatineux. Et ça va Mhm. vraiment être une sorte de, oui, une gélatine, comme ça, un gel. Et à partir du moment où il est comme ça, il est parfait parce qu'il y a vraiment toutes les qualités du très bon bouillon d'os. Ouais. Euh, Ouais. Et aussi, on n'est pas obligé, hein, d'enlever la graisse qui est au-dessus. Il y a des gens qui préfèrent, donc vous pouvez. Moi, j'aime bien la garder parce que moi, je suis pro graisse et bonne graisse. Mais en tout cas, c'est possible. Vous pouvez la laisser si vous souhaitez. Vous pouvez l'enlever parce que forcément, quand ça refroidit, il y a cette pellicule de graisse aussi qui se forme. Et ensuite, en dessous, c'est tout gélatineux. Il y a quelques questions qui parlent pas de cette slide, donc on va les aborder à la fin. Mais ouais. sinon, il y a une question à propos, enfin, il y a une personne qui dit attention à l'histamine, et c'est vrai, elle lui dit, on a parlé. C'est vrai que c'est une très bonne option de faire ça à la cocotte pour limiter Ouais. les Moi, je histamines. supportais pas le bouillon plus longtemps que celui Ouais, qui, qui cuisait 2 heures, 2 heures et demie. voilà. Ouais. Alors, il y a aussi les champignons. Donc, les champignons, ils peuvent améliorer la santé et la diversité de votre intestin. Donc, les champignons sont pas seulement bon goût, mais ils sont aussi pleins de nutriments. Donc, les nutriments, ils sont très élevés en vitamine D, la vitamine D2, et en fibres uniques aux champignons eux-mêmes, entre autres. Ils sont aussi élevés en vitamine B, B2 et B3, et en cuivre, potassium, phosphore, sélénium et sulfure.
Donc, et toutes ces vitamines, tous ces nutriments vont vous aider au bon fonctionnement de votre système immunitaire et à l'amélioration de votre santé osseuse, entre autres. Ils sont très bénéfiques aussi pour la diversité de votre intestin. Donc, ça, c'est super important, surtout quand on a une maladie auto-immune. Et donc, il y a plein de différents types de champignons. Donc, les champignons que les gens connaissent bien souvent, c'est les champignons de Paris bruns et les champignons de Paris blancs. Mais il y a aussi les cèpes, les chanterelles, les pieds de mouton, les pleurotes. Enfin, en Europe, on a quand même pas mal de choix. Maintenant, aux États-Unis, on commence à avoir de plus en plus de choix qu'on trouve maintenant en supermarché. Avant, on n'en trouvait pas autant. Mais c'est vrai il faut profiter de tous ces choix de champignons et ils ont chacun un goût bien, bien différent. Donc ça, c'est super important et c'est sympa de les faire juste à la poêle ou en accompagnement. Vous pouvez les mélanger avec des viandes et de la viande et en faire des boulettes de viande. Enfin, il y a plein de possibilités ou les mettre dans des salades tout simplement ou des soupes. Ouais. Il y a une question en rapport avec les champignons. Quelqu'un qui dit en cas de candidose intestinale, les champignons sont à éviter, je crois. Il y a des avis mixtes sur ce sujet. Oui. Je peux partager moi mon avis et mon savoir par rapport à ça, et après peut-être que vous allez en avoir d'autres, hein, Sonia et Ludie, mais pour moi et de ce que j'ai lu des dernières choses, des dernières études et des derniers articles qui sont sortis, c'est qu'en réalité on se rend compte qu'il n'y a pas une vraie corrélation, il n'y a pas une corrélation directe entre un apport de champignons et la candidose. Ça va pas forcément nourrir. Ce qui nourrit la candidose, c'est surtout le sucre. Ça va être tout ce qui est carbs, quoi, tout ce qui est sucre lent, sucre rapide, tout type de sucre. Mais ça va pas forcément être les champignons. Non. Et d'ailleurs, il y a aussi pas mal d'études qui vont regarder le lien entre S. boulardii, donc on appelle l'ultralevure, ça se vend sous ultralevure, mais c'est un type de champignon, enfin, comment on dit yeast, comment on dit en français Euh, Oui, une levure. de levure, oui. De levure, voilà. De Type de levure. levure. On pensait aussi potentiellement que ça avait un impact. Au final, ça n'en a pas, d'après les dernières, en tout cas, d'études qu'on a pu voir. Donc, vraiment, en termes de levure, champignons, tout ce genre de choses, ça ne va pas avoir un impact direct. Ça a été notre pensée avant, mais plus maintenant. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à ça, Sonia, Non, Élodie, je ou... suis Non. Ouais, d'accord avec toi. Moi ouais, aussi, je suis d'accord avec ouais. toi. Après, il y a champignons et il y a la moisissure qu'il y a Ah bah oui. sur les aliments ou sur les choses pourries. Donc ça, c'est pas pareil. Et donc dans ce cas-là, si vous avez plutôt des moisissures, ça risque de poser problème pour encore plus en cas de candidose. Mais les champignons, vous n'aurez pas de problème avec les Ouais, champignons ouais. en cas de candidose. Et ça risque même enfin, d'être bon pour votre système intestinal. Donc, Mhm. Ouais. Oui, c'est ça va ça, être que c'est du les bénéfice. moisissures. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai viens d'y penser, c'est pour ça aussi, je sais que, enfin, moi, le régime que je fais hors AIP, mais le régime que je préconise à mes clients quand il y a une candidose, on élimine tout ce qui est alcool, tout ce qui est café et tout ce qui est sucre. Mhm. On élimine aussi des choses où il y a potentiellement des moisissures dessus. Donc les cacahuètes, de toute façon, c'est pas AIP les cacahuètes, mais quand quelqu'un ne suit pas forcément les AIP, les cacahuètes sont très prônes à la moisissure. Il Oui, y a certaines choses qu'il faut savoir aussi, notamment quand on fait cuire du riz. Ne pas le garder au frigo plus de 24 heures parce qu'il va y avoir de la moisissure qui est invisible, mais qui va se développer sur le riz, surtout le riz blanc. Euh, et donc éviter ce genre de choses. Pareil pour les oignons. Les oignons, si on les garde plus que 24 heures déjà coupés ou ouverts, il y a de la moisissure qui va se former. Des petites astuces à savoir comme ça. Mais sinon, non, il n'y a pas de... Pour les champignons qu'on cuit comme ça à la poêle, pas de souci. Fromage persillé, c'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui demande fromage persillé, je ne comprends pas la question. Bon, on attend que... Ah, pour les Ah, pour les moisissures. moisissures. Pas vraiment. les fromages qui Oui, ont plein de moisissures, j'imagine, dans la oui, croûte, il faudra faire attention aussi. C'est pour ceux qui ne suivent pas la IP et qui mangent des fromages. oui, oui, exactement. Tout à fait. Et notre dernier super-héros,
Ah non, c'est pas le dernier, pardon. C'est pas Avant-dernier le super-héros. dernier. Oui, parce qu'il est déjà Oui. 54. Ouais, Donc, on va essayer de faire vite sur ces on slides, comme va ça aller on peut faire vite. répondre aux questions. Ouais. Donc, on a les crucifères. Oui, vous connaissez les crucifères, c'est tout ce qui est chou, le brocoli, le radis, le navet. Par contre, c'est aussi les feuilles de moutarde, la roquette, le cresson et le rutabaga, qu'on ne pense pas nécessairement être des crucifères, mais qui sont des crucifères, qui sont très riches en sulforaphane, en vitamines et en minéraux, qui vont être très importants pour diminuer l'inflammation. Ils vont avoir un caractère anti-inflammatoire. Donc, les crucifères sont vraiment très importants à intégrer dans votre alimentation. Et pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde, non, les crucifères ne sont pas mauvais, ne sont pas mauvais pour votre thyroïde. Vous devriez, je pense, en manger plusieurs kilos par jour ou par repas pour que ça ait vraiment un impact sur votre thyroïde. Donc même ceux qui ont un problème de thyroïde peuvent bénéficier, bien sûr, de manger des crucifères à Mm. toutes les sauces, je vais dire. Mm. Savoir que si on les cuit aussi, c'est encore plus facile déjà d'un point de vue digestion. Et puis par rapport au lien avec la thyroïde, s'ils sont cuits, il y a encore moins de soucis. Ouais, mais il vaut mieux aussi essayer cuit, cru. Il faut faire un peu une diversité entre les Ouais, deux parce qu'ils vont apporter les nutriments d'une manière différente dans leurs ouais, différents états. ouais. Ok. Alors, il y a aussi les légumes feuilles qui sont les légumes qui sont la feuille de la plante en elle-même, donc du style les fans de betterave, les fans de radis. Donc, ne jetez pas toutes ces parties des légumes, parce que bien souvent les gens coupent les fans et puis les jettent, alors que vous pouvez en faire plein de choses. Vous pouvez les faire sauter à la poêle, les rajouter à des soupes. Donc, n'hésitez pas à garder ces parties des légumes que vous achetez à la base pour vous en servir. Et puis, il y a aussi les épinards, le cresson, les jeunes pousses, tout ce qui est laitue et tout ça, parce que c'est bourré de nutriments. Donc, Mhm. le calcium, le fer, le magnésium. Il y a des caroténoïdes antioxydants, donc, dont le bêta-carotène, la lutéine et la zéaxanthine, qui sont très bons pour les yeux. Donc n'hésitez pas à manger ces légumes parce qu'ils sont une partie importante d'une alimentation qui est saine. Et les fibres qui font partie de ces légumes sont essentielles pour nourrir les microbes de vos intestins, de votre intestin. Mm. Donc c'est important d'en manger parce que si vous évitez si vous ne consommez pas suffisamment de ces fibres, certains microbes qui sont bénéfiques pour votre intestin risquent de mourir. Ah, il en Alors, le restait un. dernier, voilà, c'est les herbes et les épices. Ils vont contenir des substances très importantes également, qui vont réduire et stimuler la réponse anti-inflammatoire. Alors, il y a les herbes, c'est tout ce qui est les feuilles, en fait, des épices, les épices en type de feuilles, et les épices de type racine, puisque dans l'AIP, les épices graines ne sont pas intégrées, mais vous avez toutes les épices de type racine, comme le curcuma, le gingembre et tout ça. Vous aurez des nutriments comme les terpénoïdes, la quercétine, la curcumine, le gingérol, les phénols et polyphénols, et évidemment, il contient aussi des vitamines et des minéraux. Les herbes et épices, c'est facile, ça donne du bon goût. Vous en parsemez tout et tout le temps. C'est super facile à intégrer, mais il faut y penser Mm. et qu'elles soient séchées ou frais. Les deux types d'épices auront des propriétés importantes euh, pour votre bien-être. Donc, Oui, n'hésitez pas à les intégrer. ouais, ça c'est un super-héros qui est facile à intégrer tous les jours dans votre alimentation, quoi. C'est vrai. Et puis ça donne du bon goût. Exactement. Ouais. Voilà, alors en une minute, Laura en a parlé au début du webinaire. Sonia et moi, nous avons écrit un livre qui est un des premiers livres sur l'AIP en français. En tout cas, un des premiers livres vraiment
facile à lire, accessible à tous. On a vraiment voulu quelque chose qui soit accessible à n'importe qui, quel que soit votre niveau en sciences, on va dire, qui vous permet d'avoir des actions à mettre en place et qui intègre toute l'explication de c'est quoi une maladie auto-immune, c'est quoi l'inflammation, quels sont les déclencheurs des maladies auto-immunes. Alors, on passe en revue comment mettre en place l'AIP et on vous propose aussi 60 recettes qui sont conformes à l'AIP pour le mettre en place de manière sereine et en douceur. C'est super. Et donc, vous trouverez le livre sur la Fnac.fr ou Amazon.fr. Je ne sais pas s'il y a Ouais, d'autres endroits, mais en tout cas, c'est les deux gros. c'est les deux gros, et puis dans certaines librairies aussi qui le prennent. Ouais, Vous pouvez le commander en librairie aussi. ouais. Donc voilà, donc une très belle initiative. Donc j'espère que ça peut vous aider aussi en parallèle des webinaires qu'on fait ensemble. Et puis il faut s'instruire, hein, autour de toute cette approche-là pour plus facilement l'adapter et puis s'auto-aider, quoi. Ah oui, il y a aussi votre programme. Oui, on l'a relancé récemment, mais si vous voulez vous inscrire à notre programme, qui est un programme en 6 semaines pour vous aider à démarrer la phase d'élimination de l'AIP. Donc, en fait, c'est en parallèle du livre, parce qu'on avait créé le programme d'abord, et puis par la suite, on a écrit le livre. Donc, vous pouvez utiliser les deux outils en même temps, ou l'un ou l'autre. Vous n'avez pas besoin des deux en même temps automatiquement. Ouais, Et donc, Bien-être auto-immune a un code pour avoir 20% de réduction sur le programme. voilà, donc vous pouvez Ouais. aller voir. Alors, il y a On deux, a trois voulu que questions. les Ah, deux pardon, soient, allez-y. oui, on a voulu que les deux soient complémentaires. Ouais, Euh, donc c'est ça vraiment le but. Et par rapport à la réaction de Alzheimer, nous, en tout cas, on en parle un peu dans le livre et on en parle dans notre programme également. Et c'est aussi pour ça qu'on préconise une phase de transition en 6 semaines en douceur à cause de cette réaction de détoxification qui peut être importante chez les mm, personnes qui vont transitionner de manière trop rapide mhm, et qui vont finalement libérer des toxines qui vont augmenter et aggraver leurs symptômes. mm. Ouais, c'est ça. Après, il n'y a peut-être pas que la réaction de Alzheimer qui pourrait être le problème chez vous, Violette, ça pourrait être l'histamine ou ça pourrait être d'autres choses qu'on met en avant dans la IP et qui pour vous ne vous conviendraient peut-être pas, mais oui, entre la réaction d'Alzheimer et l'histamine, ça serait une bonne chose d'y réfléchir. Ouais, c'est que vous les accompagnez étape par étape pour éliminer un certain groupe d'aliments au fur et à mesure pour faciliter l'élimination et éviter déjà ce genre de réaction, mais surtout pour faciliter au quotidien, pour arriver à cette phase d'élimination plus facilement. Ouais, Je... alors notre programme est plus fait que chaque semaine, on crée des repas plutôt Ouais. que d'éliminer des Ah aliments. oui, c'est Donc, vrai. ce qu'on a voulu, c'est qu'on ait une transition positive vers la phase d'élimination de l'AIP plutôt Mhm. qu'une transition négative où on doit à chaque fois éliminer un nouveau groupe et repenser complètement sa façon de manger. Ici, avec le programme et le livre, on conseille vraiment de créer ces repas chaque semaine, des nouveaux repas avec tout ce qu'on peut manger. Donc, Mhm. une perception beaucoup plus positive euh, de la transition vers l'AIP et de l'AIP en général. Ouais, de faire les choses en douceur. Je remonte tout en haut du chat, parce qu'on a eu quelques questions qu'on n'a pas adressées, dont une qui était en message direct pour moi, donc vous ne l'avez pas vu dans le chat, mais est-ce que le protocole fonctionne sur le lupus disséminé? Et la réponse est, le protocole auto-immune fonctionne, entre guillemets, ou peut s'appliquer, peut être utilisé comme outil pour toute maladie auto-immune. Il y en a des centaines, et il faut savoir qu'à la
finalité des choses, les maladies auto-immunes ont plusieurs choses en commun. Elles ont cette hypertoxicité dont on a parlé, hein, cette overload, oui, hypertoxicité dans le corps. Donc, de réduire cette toxicité, c'est la première chose. Elles ont une autre chose en commun qui est l'intestin poreux. Donc, les IP vraiment visent à réguler tout ce qui est, enfin, à réparer la paroi intestinale, permettre de mettre tout en pause, tout ce qui peut être pro-inflammatoire et qui va venir attaquer le corps, de mettre tout ça en pause pour permettre à l'auto-guérison. Ça va réguler aussi le système immunitaire et réguler le système hormonal. Donc, c'est vraiment quelque chose de global. Mais encore une fois, ce n'est pas que alimentaire. Là, on parle de l'alimentation aujourd'hui, mais c'est pas que alimentaire. Mais donc, la réponse simple, c'est oui, ça peut fonctionner pour le lupus et toute autre maladie auto-immune. Il y avait une autre question qu'on n'avait pas répondu juste en dessous. Bonjour, le protocole EIP est-il adaptable aux végétariens? Végétarien, si vous mangez du poisson, vous pourriez ne faire que au poisson, mais je ne conseille pas nécessairement plus que Ouais. ça. En tout cas, l'AIP comme nous ici on présente, je dirais qu'il faudrait quand même intégrer le bouillon d'os, il faudrait quand même intégrer quelques viandes, peut-être pas toutes, si vous ne savez pas toutes les manger, même si c'est rien que le poulet de bonne qualité, le bouillon d'os, peut-être quelques abats, Mm. parce que rien qu'avec du poisson, il faudra déjà en manger beaucoup pour avoir vraiment tout Et l'apport encore, en protéines. Ça risque d'être ouais. difficile. Bah, pas tous les végétariens mangent du poisson. Donc Non, j'imagine, aussi. ouais. Moi, ma réponse à moi, c'est non. Elle n'est pas adaptable aux végétariens. Je sais qu'il y a des coachs qui travaillent avec des personnes qui souhaitent rester végétariens et appliquer une sorte de EIP, mais à ce moment-là, il faut vraiment l'adapter à vous parce qu'il vous faut cet apport en protéines. Et vu que Ouais. pour les EIP, on élimine la légumineuse et les noix et les graines, bah, au final, le seul vrai apport de vraies protéines, ça va être la viande. À savoir que le seul apport de protéines complètes, ça reste aussi la viande, hein, la protéine animale. Donc, dans tous les cas, si on veut recréer une protéine complète mais végétale, il faut allier céréales et légumineuses ensemble. Parce que les légumineuses vont que apporter un certain nombre d'acides aminés. Donc, pour moi, c'est compliqué. Ça risque de créer des soucis. Ça risque de créer des carences. Et donc, moi, personnellement, je ne travaille pas. Si quelqu'un souhaite rester végétarien et appliquer le IP, moi, je ne travaille pas avec Je cette conseillerais pas. personne-là. Non, moi Ouais. non plus. Ça devient compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. Et puis, c'est pas le but, en fait. Ça devient presque dangereux pour vous et votre santé. Donc, c'est pas le but. Ceci étant dit, DIP n'est pas l'unique moyen de retrouver la santé. C'est pour nous le meilleur moyen parce qu'il y a énormément d'études qui vont baquer ce protocole-là. Il y a aussi beaucoup d'histoires de réussite. Donc, voilà. Mais vous pouvez aussi trouver un autre moyen. On avait quoi d'autre? On a répondu à la candidose. Ah, j'avais pas vu. Serait-il possible de parler de la réaction d'Alzheimer? C'est ça à quoi Ouais, ouais. t'as répondu, hein, Ludie? Ouais. Ouais, j'ai répondu en partie. Ouais. Depuis que j'ai commencé la EPI, depuis un mois, j'ai une aggravation des douleurs articulaires et des maux de tête. Ouais. Oui, donc Ludie a répondu à ça. Mais honnêtement, je vous conseille, dans ces cas-là, de vous faire suivre par un coach, par un nutrithérapeute, un coach de santé, par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et qui a de l'expérience là-dedans. Parce que quand on a ce genre de réaction, c'est compliqué de faire tout ce Pas chemin très bien. seul. Ouais, ouais, c'est qu'il y a d'autres choses en plus, quoi. Ah oui, question sur l'huile de colza. J'adore cette question. Elle est riche en oméga 3 et je voudrais savoir pourquoi elle est éliminée dans le protocole EIP car j'en consomme en plus de l'huile d'olive, merci. Le profil oméga 3, oméga 6 n'est pas forcément intéressant dans cette huile, mais surtout le réel problème, c'est que cette huile, même achetée en magasin bio, est oxydée et s'oxyde très facilement. Il faut qu'elle soit stockée vraiment d'une manière très particulière, pas trop au chaud, dans une bouteille en verre, dans une bouteille qui est teintée.
Et même là, on retrouve que cette huile est très souvent oxydée et donc inflammatoire. De cuire avec, c'est encore pire parce que en fait, elle résiste très mal à la chaleur. Et donc, c'est drôle parce qu'en France, on n'a pas encore assimilé ça et beaucoup même de naturopathes ont conseillé de prendre de l'huile de colza. Et ça m'étonne parce que nous, aux États-Unis, c'est vrai que c'est catégorisé. Enfin, on le sait que l'huile de colza, c'est vraiment dans la catégorie des huiles pro-inflammatoires. Et en fait, même si elle contient des oméga 3, vous pouvez en trouver partout ailleurs dans votre alimentation. Vous n'avez pas besoin de l'huile de colza pour avoir des oméga 3. Donc, dans cette idée-là, autant l'éliminer, à savoir que, Et ça sera même pas en plus des oméga 3 qui seront bio disponibles pour le corps. voilà, Donc, ce sera des oméga 3 que vous devrez transformer et vous en transformez que 20%. ouais. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Non, et puis le ratio, il n'est pas intéressant. Donc, voilà, donc pour nous, l'huile de colza, c'est un no-go euh, pour toutes ces raisons-là. Mais l'huile d'olive, oui, hein. Quelqu'un dit bonsoir, j'ai une SPA, je suis le protocole AIP depuis 7 semaines. Au bout de 3 semaines, j'ai vraiment ressenti un mieux-être au niveau de mes douleurs. Depuis 2 semaines, j'ai de nouveau des douleurs à un niveau moindre qu'avant de commencer les AIP. Je pensais commencer la phase de réintroduction, mais dois-je attendre? Moi, je suis ravie de répondre à la question, parce que j'ai aussi une SPA, mais si quelqu'un veut aussi répondre. Non, mais non, vas-y. Ok. Euh, Donc, bienvenue dans dans le monde de la SPA et des Spondy Warriors. En tout cas, je suis ravie de voir déjà que, je ne sais pas si je peux tutoyer, mais que vous avez, que vous avez déjà vu des améliorations. Il faut savoir que c'est pas linéaire. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des périodes où vous pouvez retomber un petit peu dans une période de douleur, mais c'est déjà une bonne chose que ça soit mieux qu'avant. À partir du moment, moi je pars du principe où à partir du moment où vous avez encore des douleurs, où vous n'êtes pas dans une phase de votre vie où vous êtes satisfaite, continuez avant de faire des réintroductions. Si c'est dans une période alors on dit que les IP, il faut le faire 1 à 3 mois. Moi, je dis plutôt, on peut pousser, enfin la phase éliminatoire, on peut pousser facilement jusqu'à 6 mois. Personnellement, je l'ai fait plus longtemps que ça aussi, mais pareil, c'est bien d'être suivi parce que ça va dépendre des personnes. Mais pour moi, il vaut mieux attendre un tout petit peu peut-être dans votre cas, éventuellement vous faire suivre pour avoir des bons conseils, puisque ça fait que cette semaine. Oui, cette semaine, ça peut. Enfin, moi, je vous conseille aussi de continuer un peu plus longtemps Ouais, et de ouais, voir ce que ça donne et être sûr de vraiment intégrer tous les aspects de l'AIP et pas juste la phase d'élimination alimentaire. ouais, Mais être sûr que vous n'êtes pas dans une période de stress et que c'est ça pour lequel vous avez plus de douleur maintenant. Ou si vous dormez toujours aussi bien, si vous intégrez toujours tous les aliments, les super-héros, ou est-ce que après cette semaine ouais, ou après quelques semaines, ben, vous êtes peut-être vous en intégrez un peu moins qu'avant. Donc tout ça, il faut regarder un peu et faire un bilan et voir. Mais pour moi, je continuerai encore un peu avant de commencer la réintroduction. Ça vaut la peine de continuer encore l'élimination Ouais, ouais, pour pas avoir à tout longtemps. recommencer depuis le début, quoi, en fait. Bah voilà, ouais. exactement. Ouais. Je sais que là, il est 13. Moi, je suis ravie de pouvoir continuer à répondre aux questions, mais je sais que, en tout cas, Sonia, tu devais Oui, partir pour sûr. oui, Ludie, oui. je ne sais pas si tu peux rester encore quelques minutes. Sinon, moi, je peux rester encore juste quelques minutes le temps de répondre aux questions. Mais Sonia, on va te laisser partir et je te Désolée. remercie Merci à d'avoir vous. participé à ce webinaire. Merci. Au revoir. Au revoir. Ludie, pareil, je sais si tu as besoin de partir, il n'y a aucun Oui, problème. je peux rester encore 5 minutes. Donc je Ouais, commence bah, encore. c'est pareil. Je fais max 5 minutes parce que moi, j'ai mon bébé de 3 mois qui s'est réveillé, qui pleure. Donc, mon mari gère, mais il a aussi du travail. Je fais vite. L'huile de... Alors, c'est la première fois que je le vois écrit en français TCM. Donc, j'imagine que c'est MCT, Ah parce oui, que c'est c'est l'huile de vraiment, je n'ai MCT. pas tilté. Donc, alors, moi, j'ai pas forcément de connaissances particulières autour de l'huile de TCM pour
perméabilité intestinale. Moi, je l'utilise dans un cadre notamment de candidose parce qu'elle est très élevée en capricine qui permet de réduire et de tuer, en fait, d'éliminer cette candidose. Donc, oui, moi, je l'utilise dans un cadre d'un protocole particulier avec des clients qui ont une candidose. Mais pour l'hyperperméabilité intestinale, oui, pourquoi pas, elle est quand même intéressante. Mais c'est pas ça qui va vous débloquer, qui va vraiment permettre de guérir cet intestin poreux. Il y a plein d'autres choses, notamment l'acide butyrique, la L-glutamine, les immunoglobulines, qui ont un impact, pour le coup, plus fort. Voilà. Bonsoir, en désir de grossesse, doit-on faire l'exact même protocole AIP ou y a-t-il des adaptations spécifiques à faire? Non, pour moi, il y Moi, a... je dirais qu'à partir du moment où vous intégrez aussi tous les nutriments, tous les super-héros, il n'y a pas de problème. C'est comme disait Sonia dans une de ses réponses, c'est un programme qui est riche en nutriments si vous le suivez de la bonne manière. Mhm. Donc, il est censé vous fournir tous les nutriments que vous avez besoin. Après, à partir du moment où vous serez enceinte, il faudra voir ce que vous supportez encore, parce que parfois, quand on est enceinte, il y a des aliments qu'on supporte moins bien. Et ça, à voir si à partir du moment où il y a la grossesse, ce que vous avez, il faudra revoir aussi euh, vos apports en quantité de nourriture, être sûr que vous avez assez dans votre assiette, Mhm. mais normalement, ça couvre tous vos besoins nutritionnels. Ouais, je pense en prévision de grossesse, c'est toujours bien aussi de prendre des multivitamines prénatales. Donc ça peut toujours être bien aussi. Et puis, la seule chose à laquelle je pense, c'est peut-être la choline, qui va être peut-être moins présente dans les IP, qui se trouve vraiment en grande quantité dans les jaunes d'œufs. Bon, il y en a aussi dans les abats, mais c'est important aussi pour la formation de tout ce qui est cérébral, tout ça du fœtus. Donc, moi, dans tous les cas, même si je mange plein d'abats et plein de... Moi, je mange des œufs aussi. Donc, mais j'en ai pris pendant ma grossesse de la choline phosphorisée. Phosphorylated, comment dire en français? Phosphorylated choline. Ah, ça va me revenir. Phosphorisée. Euh, donc, peut-être à rajouter, voilà, dans votre... dans Oui, les et puis compléments. les œufs sont un des premiers à être réintroduits. Donc, Ouais, aussi, à ce moment-là, vous pouvez réintroduire les œufs si vous vous ouais. sentez mieux au niveau de vos symptômes. Ouais. Donc, je vois, Ludy, que tu as répondu à Anaïs qui demande est-ce que la formation AIP pour devenir coach AIP peut être faite en France? Ouais, Et donc, oui, ouais, tu as c'était pour répondu, devenir voilà, coach. Ouais. c'est pour Mais elle devenir est en coach. Donc, anglais. malheureusement, elle est en anglais. Donc, pour Ouais, être elle est que coach en anglais. certifié, il vous faut faire cette certification-là, cette formation-là qui est en anglais. Euh, Pareil, j'ai tellement de projets que j'aimerais faire dans le cadre de bien-être auto-immune et ça ne serait pas certifié, mais potentiellement faire une masterclass pour former d'autres coachs de santé, d'autres naturopathes qui souhaitent en apprendre plus sur ce régime. Parce qu'il y a des personnes qui l'utilisent, ce régime, et il y a quand même plein de choses à savoir. Et sans formation, c'est délicat. Donc pourquoi pas faire une masterclass bientôt autour de ce sujet-là. Ok, plein de questions sur votre livre qui est disponible en version Kindle aussi. Donc voilà. Oui, Je pense qu'on a tout, on a répondu à tout et je pense que là, il va falloir qu'on vous oui. quitte. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas encore pu répondre, envoyez-nous un mail sur contact@bien-être-auto-immune.com et nous pourrons soit, si c'est rapide, répondre par mail. Sinon, je les intégrerai dans le webinaire du mois prochain et on répondra à vos questions le mois prochain. Voilà. Je vous remercie. Merci d'être resté aussi longtemps avec nous. Merci à vous Et tous. ça a été un plaisir et merci, merci Ludie. Merci.